jusque dans les opinions publiques plutôt traditionnellement, on va dire, protectrices avec Israël. Des gauches divisées, par exemple, on en voit jusqu'en France, pas uniquement, aussi en Grande-Bretagne, un petit peu partout. Et puis des mouvements populaires également en soutien, non pas formellement au Hamas, même s'il y en a, mais en soutien aux Palestiniens. Et il y a des endroits, Magali, où la tension est tellement forte que ça pourrait bien devenir dangereux. Il y a le débat est en train de s'enflammer effectivement aux États-Unis et notamment sur les campus universitaires, tant et si bien que la tension entre pro-palestiniens et pro-Israël est extrêmement vive. On a pris par exemple 2 illustrations. Regardez là, ça se passe à Harvard. Des étudiants qui manifestaient s'en sont pris à un juif. On les voit ici l'encercler pour l'empêcher de partir. Autre exemple, ça se passe à Berkeley cette fois en Californie. Et regardez, c'est un juif là qui est pris à partie parce qu'il avait avec lui un drapeau d'Israël. Il y a aussi des bagarres, des injures, des invectives, des incidents parmi tant d'autres. Et je ne vous parle même pas de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Les deux camps s'affrontent sans merci. Le malaise est palpable. Regardez ce que dit la présidente d'une association de l'université de Brown, c'est dans le Massachusetts. Tant d'étudiants juifs se sentent menacés. Nous ne nous sommes jamais sentis comme ça avant sur le campus. Le ministère de la Justice américain, d'ailleurs, il y a quelques jours, disait que les menaces contre la communauté juive, mais pas seulement, contre les communautés également musulmanes et arabes, avaient considérablement augmenté ces derniers jours. D'après la correspondante de l'Obs à Washington, que le sujet israélo-palestinien déchaîne les passions, ce n'est pas une nouveauté, mais l'onde de choc dans les universités américaines semble d'une ampleur inédite. On peut regarder plus loin. Ça, c'est dans les universités, mais au-delà, il y a une partie de la société américaine qui est en train de se fracturer sur cette question. On a vu des dizaines de milliers de personnes défiler à Washington ou encore à New York pour soutenir les Palestiniens. Des dizaines de milliers de personnes aussi qui manifestent leur opposition à la politique de l'administration Biden qui soutient à 100% l'État hébreu dans sa réponse au Hamas. Un soutien sans doute partial qui a des conséquences selon le journaliste du Monde. Voilà ce qu'il écrit aujourd'hui. Plus les crimes de guerre de l'armée israélienne semblent s'accumuler et plus l'horreur subie par l'État hébreu il y a un mois semble se diluer dans les opinions publiques. C'est sans doute exactement ça. Merci beaucoup Magali. Charles Adams, votre avis là-dessus, des opinions publiques américaines qui se fracturent à ce point, c'est-à-dire avec une telle violence. Il faut revenir à la guerre du Vietnam. Ça rappelle en effet les tensions créées par cette guerre-là. Le problème est vif aux États-Unis, notamment pour le gouvernement Biden et pour le Parti démocrate, car une partie de la gauche progressiste du Parti démocrate prend parti contre Israël, contre en tout cas la manière d'Israël de répondre à la terrible barbarie de Hamas du 7 octobre. On est dans une situation où de plus en plus de personnes politiquement engagées au Parti démocrate considèrent qu'Israël est en état de violation de la loi dite du talion, œil pour œil, dent pour dent, qui est reconnue d'ailleurs dans l'Ancien Testament, dans les livres de Lévitique et de l'Exode, tout comme dans le Coran, dans le Surah Al-Maïda. Israël est dans l'obligation de répondre de manière proportionnelle à cette sauvage attaque du 7 octobre. Or, d'aucuns considèrent, de plus en plus de gens considèrent que la réponse israélienne est disproportionnelle. Et cela crée une tension, cela crée pour le gouvernement de Joe Biden un gros problème, car la réalité des choses, c'est que Israël ne réagit pas à la suggestion, à la proposition, et de plus en plus un peu à l'instruction américaine de cesser cette disproportionnelle réponse, de cesser les bombardements. Ouais.
Ouais. Et d'ailleurs, le gouvernement américain lui-même demande au moins des pauses humanitaires. Et Guillaume Roquette, il y a quand même quelque chose qui est frappant dans ce que disait Magali tout à l'heure, où on voyait ces agressions de juifs parce qu'ils portent un drapeau juif sur le campus de Berkeley, par exemple. On voit une espèce d'islamophobie contre un antisémitisme. Sur ces images-là, on voit des drapeaux de la Palestine, on ne voit pas des drapeaux du Hamas. Quand nous, on s'évertue à expliquer que le Hamas, c'est pas la Palestine et qu'il ne faut pas faire de mélange, de brouillon, etc., c'est compliqué à comprendre là ce qui est en train de se passer dans la société américaine. Oui, je pense que c'est une véritable fracture qui est en train de s'établir. Historiquement, l'électorat juif américain a toujours voté démocrate. D'ailleurs, lors de la dernière fête de Rosh Hashanah, donc en septembre, Donald Trump avait accusé les juifs américains d'avoir voté pour, je cite, la destruction des États-Unis et la destruction d'Israël, sous-entendu en votant Biden. C'est la deuxième plus grande communauté juive au monde, aux États-Unis. Donc ça c'est le positionnement historique. Sauf que aujourd'hui, en particulier dans ce mouvement qu'on appelle le wokisme, Israël, c'est une figure coloniale. Et donc, la gauche américaine, qui était traditionnellement proche, on va dire, des valeurs d'Israël, parce qu'il y avait cette importance et cette influence de l'électorat juif, aujourd'hui, elle se fracture totalement. Et je pense qu'on est en train d'assister, de la même façon que ça se passe en France, à un déplacement vers la droite de l'électorat juif. On le voit avec ces tensions. On le voit aussi, pour revenir à lui, avec Donald Trump, qui a eu cette décision historique de reconnaître Jérusalem comme étant la capitale d'Israël, ce qui était une demande ancienne, non pas des juifs progressistes, mais de la majorité des juifs qui résident aujourd'hui, qui ont aujourd'hui la citoyenneté israélienne. Très compliqué pour Joe Biden, Catherine. Vous avez été correspondante aux États-Unis, vous connaissez absolument par cœur évidemment la vie politique là-bas. Déjà, c'est très éruptif et c'est potentiellement dangereux quand même ce qui se passe là. Oui, et c'est compliqué pour Joe Biden parce qu'il est effectivement coincé avec d'un côté Donald Trump qui monte de plus en plus dans les sondages et qui s'est toujours présenté comme le grand ami d'Israël, avec en effet comme point d'orgue le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Il avait chargé, pour montrer à quel point ça lui tenait à cœur, son gendre, Jared Kushner, de travailler justement sur les accords d'Abraham pour trouver des solutions pacifiques aux relations entre Israël et un certain nombre de pays arabes de la région. Donc il a à sa droite Donald Trump, Joe Biden, et à sa gauche, justement, durant la période du pouvoir de Donald Trump, il y a une partie de la gauche et donc du Parti démocrate américain qui s'est radicalisée avec un certain nombre de jeunes élus qui sont... Vous faisiez allusion tout à l'heure à la guerre du Vietnam. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus militants et de plus en plus à gauche. Et donc, ils soutiennent aujourd'hui clairement, comme vous le faisiez remarquer, non pas le Hamas, mais le peuple palestinien. Donc Joe Biden, à un an quasiment jour pour jour de l'élection présidentielle, se retrouve avec ce conflit qui a ressurgi de cette manière tellement cauchemardesque, se retrouve coincé entre un Donald Trump, grand ami d'Israël, et la gauche de son parti qui, au contraire, le pousse à prendre de la distance vis-à-vis du pouvoir israélien. Donc pour lui, c'est extrêmement compliqué à gérer. On a l'habitude, Charles Adams, en France, de dire qu'un conflit qui commence dans les facs ou en tout cas chez les étudiants est un conflit qui sera difficile à contenir. Est-ce que c'est la même chose aux États-Unis ? Non, pas vraiment. Je ne pense pas que ce conflit sur les campus universitaires ne se généralise. Par contre, ce qui est très vrai, c'est que l'impact politique, électoral, commence à se faire ressentir. C'est la raison pour laquelle le secrétaire d'État Tony Blinken a dit de manière tout à fait catégorique au Premier ministre Netanyahou qu'il fallait que ceci cesse. Mais, ma foi, les États-Unis ne sont pas en mesure d'imposer un cessez-le-feu. Bien sûr. Ouais, même s'il est souhaité. Bien sûr. Colonel Pierre de Jong. En fait, la période est très intéressante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les États-Unis n'ont jamais été aussi forts sur le terrain. Avec une espèce de domination, je dirais, locale, qui est liée au fait que les Russes sont occupés avec cette guerre en Ukraine. Les Chinois, c'est pas du tout leur zone. Donc en fait, ils sont extrêmement puissants, non seulement puissants politiquement, mais militairement, puisque vous avez quand même 2 groupes aéronavals en place en Méditerranée. Donc ils ont une espèce de gros gourdin qui est prêt à taper. On voit aujourd'hui que la guerre d'Israël à Gaza ne se développe pas parce que les Américains sont présents. Donc ils sont très puissants et même ils retrouvent une espèce de leadership après leur départ catastrophique de Kaboul en
septembre, en août 2021. Donc pour eux, c'est très intéressant. Il y a une séquence, je dirais, internationale qui est très intéressante. Et le paradoxe, c'est qu'en même temps, ils s'affaiblissent en interne à cause de l'élection américaine et à cause des tensions qu'il peut y avoir, en tout cas de l'expression de certaines tensions dans les universités. Donc ce paradoxe va être extrêmement difficile à jouer entre une force et une faiblesse. Et ça, je ne connais pas, je suis pas devin, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. On voit bien que cette force sur le terrain ne se matérialise pas par un impact politique, comment dire, aux États-Unis. Ça, c'est vraiment un paradoxe absolument incroyable. D'ailleurs, Vincent Crouzet, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a des agitateurs comme ça, des personnalités qui vont aller effectivement aller agiter dans les facs, aller agiter dans un certain nombre de cercles, je ne sais pas, d'intellectuels, etc., etc. Pas énormément besoin. Malheureusement, ce qui se passe sur les campus aux États-Unis depuis quelques années est tout à fait lamentable. Enfin, cette espèce de wokisme forcené agité par les mouvements d'extrême gauche. Ce que je sais, c'est que le FBI est en état d'alerte et surveille de manière à concentrer sa focale en fait sur les campus, parce qu'effectivement ça peut être très inflammable. C'est dommageable. Et pour reprendre l'expression de Pierre de Jong sur le gourdin, les États-Unis aussi proposent la meilleure des carottes, parce que la proposition faite par Blinken à Mahmoud Abbas il y a quelques heures sur la substitution par l'autorité palestinienne de la gestion à Gaza, c'est certainement la proposition la plus intelligente qui a été faite diplomatiquement depuis quelques jours et qui semble la plus réaliste et qui permet effectivement des synergies avec le monde arabe. Donc on a d'un côté une diplomatie américaine qui est raisonnable, qui est intelligente, et de l'autre côté finalement on a des mouvements cutanés dans ces universités qui sont totalement coupés de toutes les réalités du terrain. Alors sur les mouvements, ces mouvements-là qui sont des manifestations qui manifestement se passent bien, enfin je veux dire on manifeste devant la Maison Blanche mais ça a l'air de bien se passer. Dans les universités, les exemples que nous a montré Magali effectivement tout à l'heure, ce sont des manifestations qui sont violentes. Et je disais tout à l'heure, c'est quasi comme si on avait, enfin non pas quasi d'ailleurs, antisémitisme contre islamophobie. Enfin la peste et le choléra quoi. On est vraiment là-dessus. Là, bon, on peut. Ces gens qui manifestent, ils disent attention, il y a des civils qui meurent à Gaza. De fait, il y a des civils qui meurent à Gaza. De savoir si le président Biden va proposer une solution diplomatique cohérente ou acceptable, a priori, c'est pas tellement leur souci. Là, c'est l'urgence humanitaire, je pense, qui est mise au centre. Oui. Si on met de côté, et ce qui est difficile de mettre de côté, les agressions physiques d'un camp contre l'autre. Exactement, c'est ce que je dis. Là, on est moins dans c'est un combat politique et en fait un combat humaniste. Là, quasiment, voilà, il y a l'immense majorité, je pense, comme vous le dites, qui souhaite des pauses humanitaires, ce que demande d'ailleurs en effet le pouvoir américain. Après, il y a toujours des fractions racistes et qui profitent de l'occasion de ce conflit pour essayer de faire progresser leurs thèses, si on peut appeler ça des thèses. Mais ça arrive à un tel point dans certaines universités américaines qui fonctionnent avec beaucoup de donations qu'il y a certains donateurs juifs qui ont décidé de se retirer justement et je sais plus, je voudrais pas citer le nom pour être sûr de pas me tromper, mais une des universités les plus prestigieuses des États-Unis. Mais c'est vrai que les universités américaines, depuis des années, elles sont traversées par des mouvements de plus en plus radicaux, dont notamment effectivement le wokisme. Donc ce qui était avant une cohabitation tranquille, là est quand même exacerbé dans les relations hommes-femmes, dans les relations gauche-droite et dans les relations évidemment concernant le conflit israélo-palestinien. Ceci dit, Guillaume, il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'on voit ce mouvement-là. En France, alors nous c'est plus dans notre classe politique, on voit que la gauche se déchire, c'est la même chose en Grande-Bretagne, à moindre échelle la même chose en Allemagne. Pourtant Dieu sait que du côté allemand, il y a effectivement historiquement on tend évidemment à apporter un vrai soutien à Israël franc et massif, mais voilà, et toutes les opinions publiques c'est moins une question droite-gauche que d'une question gauche-gauche quoi. En fait oui, ce qui est intéressant c'est que vous avez les mêmes déchirements ou les mêmes tensions, on va dire, en France, où on peut expliquer ça par une présence importante d'une communauté issue de l'immigration musulmane, et aux États-Unis, où le gros de l'immigration, ce sont les latinos qui arrivent d'Amérique du Sud. Donc ça montre que la clé de lecture religieuse n'est pas suffisante. C'est pour ça que je disais au début, c'est vraiment une idéologie, c'est-à-dire qu'il y a on a tellement dit que c'est devenu une évidence, mais le wokisme introduit une nouvelle fracture, qui est à la fois une fracture
politique et une fracture générationnelle aussi. Parce que ce qui est très impressionnant, c'est qu'effectivement, ce sont les universités et les plus prestigieuses d'entre elles. Je ne sais pas si vous avez vu les déclarations des étudiants d'Harvard sur le conflit entre Israël et le Hamas. Ça fait froid dans le dos. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un refus même de reconnaître le droit d'Israël à se défendre. On a vu des images d'étudiants qui déchiraient les photos des otages. Et ces étudiants, ils n'avaient pas le kéfier palestinien. Ils auraient pu l'avoir d'ailleurs. Mais en tout cas, c'était vraiment une logique idéologique. Et parce que, en fait, Israël, c'est comme les États-Unis, c'est-à-dire c'est une puissance d'oppression. Et c'est ce qui explique qu'il y a de très nombreux pays, y compris à l'ONU, qui sont très, très offensifs contre Israël, parce que c'est vraiment la figure du mal. Et ça, quand on y pense, c'est un renversement complet. Parce que le peuple juif, qui s'est incarné en Israël, c'était par essence le peuple opprimé.